nous prouvions déjà, preuve archéologique, à l'appui que tout ce qui avait été écrit sur ce temple était faux. Elle était une mère, elle était une épouse, elle était une reine, elle était une déesse, et nous cherchons à comprendre où cela nous a menés. Pendant des siècles, Cléopâtre a été considérée comme la plus belle femme de tous les temps. Une beauté légendaire qui a conquis des empires par son charme. Mais de nouvelles recherches ADN et des reconstitutions médico-légales laissent entrevoir une possibilité bien plus troublante. La dernière pharaone d'Égypte n'était peut-être pas une icône de beauté. Au contraire, elle aurait pu être porteuse de dangereuses prédispositions génétiques, transformant son propre corps en une bombe à retardement. Pour la première fois, des scientifiques ont étudié sérieusement le profil ADN potentiel de Cléopâtre et leurs découvertes sont profondément troublantes. Elles suggèrent que le plus grand combat de Cléopâtre n'était ni sa guerre contre Rome ni ses rivaux politiques, mais peut-être une bataille silencieuse qui faisait rage au cœur même de sa biologie. Et voici le plus glaçant, les preuves ne sont pas apparues comme par magie. Les indices étaient sous nos yeux depuis plus de 2 ans. Ils ont toujours été là, attendant celui qui savait exactement où chercher. Une porte ouverte sur les enfers. Depuis plus de 2 ans, les sables du désert égyptien recèlent un mystère envoûtant. Un mystère qui a intrigué les historiens et attiré les chasseurs de trésors pendant des générations, le lieu où repose la dernière pharaone d'Égypte, la reine Cléopâtre. La plupart des experts vous diront que la vérité est perdue à jamais. Ils pensent que sa tombe se trouve quelque part sous l'Alexandrie moderne, enfouie sous des bâtiments effondrés, des tremblements de terre et des siècles de montée des eaux disparus à jamais. Mais depuis 20 ans, une femme refuse d'accepter cette réponse. Elle s'appelle Kathleen Martinez et elle est tout sauf une archéologue traditionnelle. Elle a commencé sa carrière comme avocate de la défense pénale en République dominicaine avant de se tourner vers l'archéologie. Et elle n'a pas étudié Cléopâtre comme un chapitre de manuel scolaire. Elle a traité sa disparition comme une affaire criminelle non résolue. Martinez aborda le destin de Cléopâtre comme une affaire non résolue. Chaque indice comptait, chaque hypothèse était remise en question. Tandis que d'autres cherchaient aux endroits les plus évidents, elle explora des lieux que personne d'autre n'osait explorer. Son enquête la mena à près de 50 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie jusqu'à un temple oublié et en ruine, connu sous le nom de Taposa Magna. Puis en 2022, la Terre a enfin répondu. Sous des couches de calcaire, Martinez et son équipe ont mis au jour une structure inattendue, un tunnel. Mais il ne s'agissait pas d'un simple passage souterrain. C'était un ouvrage remarquable, conçu avec soin, une réplique quasi parfaite d'un plan antique légendaire que beaucoup croyaient purement mythique. Creusé à même la roche, le tunnel s'étend sur plus de 300 mètres, soit près d'1,5 kilomètre. Haut d'environ 2 mètres, il est aujourd'hui inondé et se jette directement dans la mer Méditerranée. Les architectes le décrivent comme une merveille géométrique, un exploit d'ingénierie d'une telle précision qu'il rivalise avec les légendaires tunnels de la Grèce antique que l'on croyait autrefois impossibles à reproduire. Mais cela soulève la question la plus importante, pourquoi? Pourquoi creuser un tunnel aussi gigantesque? Pourquoi creuser à 12 mètres sous terre dans une roche instable et dangereuse? On ne construit pas un passage d'1,5 kilomètre pour un site insignifiant. Un ouvrage aussi extrême témoigne d'une importance capitale. La découverte d'un port submergé au large des côtes voisines corrobore cette hypothèse. Il ne s'agissait pas d'un temple isolé, mais d'un centre d'activité, d'un carrefour essentiel. Et Kathleen Martinez est convaincue que ce tunnel mène à la destination finale. Sa théorie est glaçante de simplicité. Cléopâtre ne se préparait pas seulement à la mort. Elle se cachait de Rome. Elle fuyait l'humiliation d'être traînée enchaînée dans les rues. Elle voulait être enterrée auprès de son amant, Marc-Antoine. Et plus encore, elle voulait qu'on se souvienne d'elle comme de l'incarnation vivante de la déesse Isis. Pour ce faire, il lui fallait un tombeau inviolable. Elle choisit donc un lieu où personne n'aurait l'idée de fouiller. Kathleen Martinez a peut-être découvert l'entrée de ce sanctuaire caché. Et bien que la reine elle-même n'ait pas encore été retrouvée, les indices laissent déjà entrevoir une réalité troublante. Car ce que les archéologues ont découvert dans la bouche des défunts a tout changé, la cour des morts. Au cœur du complexe, l'équipe de fouilles fit une découverte qui glaça le sang de tous les présents. 16 tombes rupestres abritaient des momies.
Mais il ne s'agissait pas de sépultures ordinaires. Tandis que les archéologues examinaient les visages décomposés des défunts, quelque chose capta la lumière dans l'obscurité de l'or. Dans leur bouche, à la place de leur langue, se trouvaient de fines amulettes en feuilles d'or. Selon les croyances de l'Égypte antique, pour survivre dans l'au-delà, il fallait se présenter devant Osiris, le dieu des enfers. Il fallait parler. Il fallait se défendre. Et une langue d'or conférait le pouvoir de s'adresser à un dieu, ce que les érudits appellent l'éloquence d'or. Mais une question change tout. Pourquoi ces sépultures se trouvent-elles ici? Et pourquoi dans ce temple? Kathleen Martinez pense que ces personnes n'étaient pas de simples nobles ou de riches membres de l'élite. Il s'agissait de proches de Cléopâtre, de ses compagnons les plus intimes, de ses courtisans de confiance. Ils furent inhumés ici dotés du pouvoir de parler à Osiris peut-être pour annoncer l'arrivée de leur reine dans l'au-delà. Méditez là-dessus. Ce n'est pas un simple cimetière, c'est une chambre royale d'attente. Un lieu préparé pour une souveraine qui n'était pas encore née. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Nous sommes dans la nécropole de Cléopâtre. Et si ces courtisans sont là à attendre, c'est que la porte n'est pas fermée. L'ouverture est imminente. Martinez n'est plus qu'à quelques centimètres de l'ADN de la reine. Mais tant que le dernier sceau demeure intact, il existe peut-être déjà un autre moyen de percer le mystère génétique de Cléopâtre et d'entrevoir son vrai visage. Nul besoin d'attendre l'ouverture du tunnel. Il suffit d'examiner les restes de la sœur qu'elle a fait éliminer. Le squelette dissimulé dans l'ombre n'était pas une victime oubliée. C'était une princesse royale traquée jusqu'à son dernier souffle. Pour comprendre les corps exhumés à Taposiris Magna, il nous faut d'abord comprendre la femme qu'il servait et sa cruauté sans bornes. L'histoire dépeint souvent Cléopâtre comme une séductrice hors pair. Mais sa famille était moins une dynastie royale qu'un champ de bataille. Les luttes de pouvoir y étaient incessantes et la confiance périlleuse. Sa plus grande menace ne venait pas de Rome, mais de sa propre lignée incarnée par sa sœur cadette Aino IV. Leur relation était alimentée par l'ambition et la trahison. Lorsque Cléopâtre fut contrainte à l'exil, c'est Arsène qui s'empara du trône. Et lorsque Jules César arriva en Égypte, c'est Arsène qui mena la résistance contre lui. Elle n'était pas une figure de proue, c'était une princesse guerrière. À un moment donné, elle parvint même à piéger César dans le palais royal. Mais l'histoire a toujours été celle des vainqueurs. Arsène fut finalement capturé, emmené à Rome et promené enchaîné dans les rues. La scène choqua la foule, une adolescente enchaînée des spectateurs romains. L'émotion était telle que beaucoup pleuraient ouvertement. Cette compassion lui sauva la vie. Au lieu d'être exécuté, Arsène fut exilé au temple d'Artémis à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Elle croyait avoir trouvé refuge. Elle croyait que ce lieu sacré la protégerait. Elle se trompait. En 41 avant notre ère, Cléopâtre persuada Marc-Antoine de commettre un acte qui stupéfia le monde antique. Il envoya des assassins directement aux portes d'un temple sacré. Arsène fut arrêté, traîné à l'extérieur et exécuté. Ce meurtre provoqua un immense scandale. Tuer quelqu'un en lieu saint était impardonnable même pour l'Antiquité. Mais pour nous, plus de 2 ans plus tard, cet outrage a laissé un indice crucial le lieu. Nous savons précisément où le crime a eu lieu. Pendant des siècles, on a cru qu'Arsène IV avait disparu de l'histoire. Cela changea au début du XXe siècle lorsque des archéologues travaillant à Éphèse mirent au jour un tombeau étrange et soigneusement conçu connu sous le nom d'octogone. À l'intérieur gisait un squelette. Les restes appartenaient à un jeune individu. Si les chercheurs avaient vu juste, il pourrait s'agir d'Arsène IV elle-même. La chronologie, le lieu et l'âge concordaient. Et si ce squelette était bien celui d'Arsène IV, alors nous tenions entre nos mains quelque chose d'extraordinaire, le patrimoine génétique de Cléopâtre. Enfin, nous pouvions répondre aux questions les plus importantes. Quelles étaient les origines de Cléopâtre? Quel était son état de santé? Que révélait son ascendance? Nous pensions avoir percé le mystère de la biologie de la reine, mais la science a la fâcheuse habitude de bouleverser même les plus belles histoires. Les premiers tests ADN ont échoué. Les restes avaient été manipulés trop souvent au fil des décennies, contaminant les échantillons. Pendant des années, le mystère est resté entier. Puis, une percée est survenue. En 2025, une étude a permis, grâce à des analyses médico-légales avancées, d'obtenir enfin des résultats.
Et ces résultats étaient non seulement surprenants, mais biologiquement impossible la présence du garçon dans la tombe. Pendant des années, le squelette découvert à Éphèse fut notre seul témoignage de Cléopâtre elle-même. Les érudits étudièrent ses ossements et crurent qu'il s'agissait des restes de la sœur de la reine. Ils y virent des signes d'ascendance africaine. Ils pensaient que le mystère était enfin résolu. Mais la science moderne s'y est penchée à nouveau et le miroir s'est brisé. La découverte capitale eut lieu en 2022. Une équipe de recherche de l'Université de Vienne, dirigée par l'anthropologue Gerhard Weber, a enfin retrouvé le crâne disparu depuis longtemps. Il reposait paisiblement dans les archives de l'université depuis des décennies négligées et oubliées. Cette découverte a tout changé. Cette fois, les chercheurs ne se sont pas contentés d'examiner le crâne, ils ont exploré son intérieur. Grâce à la microtomographie à rayons X micro-CT, l'équipe a créé un modèle numérique à très haute résolution de la structure osseuse. Ils ont ensuite prélevé avec précaution un échantillon de l'os temporal pétreux, l'os le plus dense du crâne humain. Véritable caverne biologique, il est capable de préserver l'ADN longtemps après la dégradation du reste du squelette. Lorsque les résultats ont été publiés en janvier 2025, ils ont révélé une information inattendue. Ce que les scientifiques ont mis au jour était plus qu'une simple surprise, c'était un véritable cauchemar médical. Le squelette n'était pas un os arénois, ce n'était pas une jeune femme de 20 ans, ce n'était pas une princesse africaine. L'ADN racontait une toute autre histoire. Les scientifiques ont découvert un chromosome Y. La prétendue sœur de Cléopâtre était en réalité un garçon. Plus précisément, les restes appartenaient à un adolescent âgé de 11 à 14 ans. Et il n'était pas seulement jeune, il avait beaucoup souffert durant sa vie. Les examens ont révélé de graves anomalies du développement. Sa mâchoire était sous-développée et son crâne était difforme et asymétrique. Les preuves suggèrent des symptômes similaires au syndrome de la tréachéruline ou à un rachitisme avancé. Il ne s'agissait pas d'un rival royal fort et en bonne santé. C'était un enfant dont le visage et le corps avaient été altérés par une maladie génétique dévastatrice. Puis vint un autre choc, son ADN révéla qu'il n'était pas égyptien. Ses marqueurs génétiques indiquaient des origines italiennes ou sardes. Cette découverte a révélé un mystère bien plus sombre et complexe. Ce que nous pensions être la victime d'un assassinat politique s'est avéré être une tragédie d'une toute autre nature. L'octogone n'était pas une tombe ordinaire. C'était un hareng, un monument réservé aux héros ou aux figures quasi divines. Alors pourquoi un garçon italien maladif et difforme a-t-il été enterré dans l'un des tombeaux les plus prestigieux du monde antique? Était-il un bouc émissaire, une victime sacrificielle? Ou un enfant royal caché, issu d'une union romaine et thomique? Une existence si dangereuse ou honteuse qu'il fallait l'honorer tout en l'inhumant loin de chez lui. Quelle que soit la vérité, une chose est devenue claire, la prétendue preuve scientifique de l'ascendance africaine de Cléopâtre, liée à ce tombeau, n'était qu'une illusion fondée sur des hypothèses erronées et une interprétation optimiste. Où cela nous mène-t-il à la réalité historique? Et cette réalité nous apprend que Cléopâtre était issue de la dynastie Toulique. Si vous voulez comprendre à quoi elle ressemblait vraiment, il n'est pas nécessaire de retrouver sa dépouille. Il faut examiner l'arbre généalogique terrifiant qu'elle a gravi pour accéder au trône, car cet arbre généalogique ne s'est pas étendu au-delà des frontières. Elle s'est repliée sur elle-même engendrant des monstres. Le garçon enterré à Éphèse a peut-être été oublié de l'histoire, mais à Alexandrie, la catastrophe génétique n'a jamais été dissimulée. Elle était de rigueur. La famille royale pratiquait ce que les généticiens appellent aujourd'hui l'effondrement de la lignée. Dans un arbre généalogique classique, les branches se ramifient. 2 parents deviennent 4 grands-parents, puis 8 arrière-grands-parents. Plus on remonte dans le temps, plus l'arbre généalogique s'élargit. Il s'ouvre comme un entonnoir sur le monde. Mais l'arbre généalogique de Cléopâtre fonctionnait à l'inverse. Il se repliait sur lui-même. Les Tomises étaient une dynastie grecque régnant sur l'Égypte, obsédée par le pouvoir absolu et la pureté du sang. Pour préserver ces 2 valeurs, ils ont remis au goût du jour une ancienne tradition familiale, le mariage entre proches parents. Ils n'épousaient pas seulement des cousins, ils mariaient des frères à des sœurs.
Les historiens pensent que les parents de Cléopâtre Ptolémée Ier XII et Cléopâtre V étaient probablement frères et sœurs. Même ses grands-parents étaient probablement oncles et nièces, ou peut-être aussi frères et sœurs. Cette dynastie formait un cercle génétique fermé. Les généticiens estiment le coefficient de consanguinité de Cléopâtre à plus de 45%. Pour comprendre à quel point c'est extrême, un enfant né de cousins germains a un coefficient de consanguinité d'environ 6%. Dans d'autres familles royales, des niveaux bien inférieurs ont entraîné des conséquences dévastatrices. Prenons l'exemple des Habsbourg d'Espagne. Leur souverain le plus célèbre, Charles II, dit « L'ensorcelé était issu de générations de mariages consanguins. Sa santé fut un véritable désastre. Il ne parla pas avant l'âge de 4 ans et ne marcha qu'à 8 ans. Sa mâchoire était si déformée que ses dents ne se touchaient jamais l'empêchant de mâcher. Il avalait sa nourriture entière. À sa mort, à 38 ans, l'autopsie révéla un corps exsangue, la tête remplie de liquide et un cœur de la taille d'un grain de poivre. Son coefficient de consanguinité fut estimé à environ 25%. Celui de Cléopâtre était presque le double. Alors pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans un principe génétique appelé homozygosie. Dans des circonstances normales, l'ADN est un équilibre, un dialogue entre deux parents différents. Si l'un transmet un gène récessif nocif, l'autre fournit souvent un gène dominant sain qui le neutralise. C'est le filet de sécurité de la nature. Mais dans la famille de Cléopâtre, ce dialogue n'a pas eu lieu. Les mêmes gènes se sont rencontrés sans cesse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour masquer les dégâts. Les mêmes gènes répétant les mêmes erreurs encore et encore. Comme les parents de Cléopâtre étaient frères et sœurs, ils portaient des anomalies génétiques identiques. Il n'y avait aucun contrepoids sain, aucun gène protecteur pour intervenir et annuler les dégâts. D'un point de vue biologique, Cléopâtre aurait dû être une catastrophe. La consanguinité extrême conduit généralement à ce que l'on a observé chez le garçon d'Éphèse, des difformités physiques, une santé fragile, des troubles cognitifs et une espérance de vie réduite. Mais voici le paradoxe troublant. Cléopâtre ne paraissait pas brisée. Elle était d'une intelligence exceptionnelle. Elle parlait jusqu'à 9 langues. Elle a négocié avec les hommes les plus puissants de Rome et les a captivés. Alors comment est-ce possible? Une explication est bien plus troublante que l'idée d'un miracle. Cléopâtre luttait peut-être contre une maladie génétique qui ne se manifestait pas par une faiblesse mais par une brillance, un masque de jeunesse. Était-elle un cas génétique exceptionnel ou avons-nous ignoré les signes de sa souffrance depuis toujours? Pour répondre à cette question, il nous faut nous pencher sur celles qui l'ont précédée. Pour comprendre ce contre quoi Cléopâtre luttait, il faut se pencher sur le cas de son arrière-grand-oncle Ptolémée III. En raison de l'effondrement de son arbre généalogique, il n'était pas seulement un parent éloigné, il était son quasi-double génétique, et sa santé fut un désastre. On le surnommait Physcon, ce qui signifie « ventre bedonnant », bien que ce fût un terme plutôt indulgent. Les récits anciens le décrivent comme souffrant d'une obésité morbide, ses membres étant trop faibles pour le soutenir. Il avait souvent besoin d'être aidé pour se déplacer. Mais les descriptions vont plus loin. Les sources mentionnent un cou enflé, des yeux exorbités et une dyspnée chronique. Lorsque les historiens de la médecine moderne examinent ces archives, ils constatent un schéma clair au sein de la dynastie ptolémique. Tout indique la présence de troubles métaboliques et endocriniens héréditaires transmis de génération en génération. Les chercheurs observent une lignée marquée par l'obésité et la fatigue chronique. Plus alarmant encore, ils constatent des signes importants de la maladie de Basedow, une maladie auto-immune qui s'attaque à la thyroïde. Cette affection provoque une exophthalmie et un élargissement du cou appelé goitre. Mais le véritable danger de la maladie de Graves ne réside pas seulement dans les modifications physiques qu'elle induit. Elle altère également le comportement. Ce trouble provoque une surproduction d'hormones thyroïdiennes soumettant le système nerveux à une hyperactivité constante. Parmi les symptômes, on observe des accès d'énergie maniaque, un débit de parole rapide des insomnies et une prise de décision imprudente et risquée. Cela vous rappelle quelque chose. Pendant des siècles, les historiens ont admiré l'énergie apparemment sans limite de Cléopâtre. Ils ont écrit qu'elle pouvait travailler toute la nuit, qu'elle était toujours en mouvement, toujours alerte.
Nous avons qualifié cela de génie, mais les anthropologues médicaux se posent désormais une question bien plus sombre. Et si la vitalité légendaire de Cléopâtre n'était pas du génie, mais un symptôme? Et si cette énergie débordante qui la caractérisait était la conséquence d'une hyperthyroïdie génétique héritée de sa propre famille? Alors comment a-t-elle réussi à tout gérer? La réponse réside peut-être dans une compétence que l'histoire ignore souvent. Cléopâtre n'était pas seulement une reine, elle était chimiste. Si elle souffrait de douleurs chroniques dues à des générations de consanguinité, les mêmes tourments osseux et articulaires que l'on observait chez les Habsbourg, elle a probablement eu recours aux ressources de la pharmacie royale pour survivre. L'Égypte était le centre pharmaceutique du monde antique. Si Cléopâtre souffrait constamment, elle avait accès à des remèdes puissants, notamment l'opium récolté dans les champs de pavots le long du Nil. C'était l'analgésique le plus efficace connu à l'époque. S'en servait-elle pour atténuer les douleurs articulaires fragilisées par des générations de dommages génétiques, afin de pouvoir rester debout lors d'interminables cérémonies et audiences diplomatiques? Si elle souffrait d'insomnie et de crises maniaques liées à la maladie de Graves, elle a peut-être eu recours au qi. Il s'agissait d'un encens de temple complexe brûlé la nuit et prisé pour ses effets calmants et sédatifs. Plutarque écrivait que son parfum apaisait les tensions et guidait doucement l'esprit vers le sommeil. Pour une femme souffrant peut-être d'une hyperthyroïdie persistante, le qi-fi n'était ni un luxe ni un parfum, mais un remède. Il y avait aussi le lotus bleu, une fleur légèrement psychoactive souvent macérée dans du vin. Il procurait une sensation d'euphorie, de légèreté voire d'apesanteur. Nous célébrons le charisme légendaire de Cléopâtre, mais une question troublante demeure. Ce magnétisme était-il entièrement naturel? Ou était-il au moins en partie amplifié chimiquement? Son énergie rayonnante et son charme hypnotique étaient-ils entretenus par un mélange savamment dosé de vin de lotus bleu et d'adrénaline, la hissant au-dessus des douleurs constantes de son propre corps? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Cléopâtre n'utilisait pas ces substances à la légère. Elle a écrit un livre entier sur les cosmétiques et les composés dits cosmétiques. Elle maîtrisait la chimie et il est possible qu'elle s'en soit servie pour survivre. Des fragments de ses travaux ont été cités plus tard par des médecins comme Galien. Ce seul fait nous apprend quelque chose de crucial. Cléopâtre n'achetait pas simplement des cosmétiques, elle les étudiait. Et la question est, pourquoi? Si des traits héréditaires causaient des problèmes de peau, ou si la maladie de Graves entraînait un gonflement du cou, alors son souci de l'apparence n'était pas de la vanité. C'était de la dissimulation. C'était une stratégie. Il se peut qu'elle ait expérimenté avec du charbon pour corriger des yeux naturellement trop proéminents. Il se peut aussi qu'elle ait conçu de larges colliers de cérémonie et de lourds bijoux pour dissimuler un gonflement à la gorge. En ce sens, Cléopâtre fut peut-être la première biohacker de l'histoire, un esprit brillant prisonnier d'un corps défaillant. Elle utilisa la chimie, la botanique et l'art pour projeter l'image d'une déesse vivante tout en gérant sa maladie en secret comme une patiente. Elle a peint une illusion sur son visage, mais la vérité est enfouie sous terre. Et cela nous ramène au point de départ de cette histoire. Sous le temple de Taposiris Magna, où Kathleen Martinez poursuit ses fouilles. Depuis 20 ans, elle recherche la dernière demeure de Cléopâtre. Et grâce à cet immense tunnel aux dimensions mathématiquement parfaites, elle s'en est approchée plus que quiconque dans l'histoire. Mais à la lumière de nos découvertes actuelles, la signification de cette recherche a évolué. Au début, nous étions à la poursuite d'une légende. La reine envoûtante qui a fasciné Rome. La beauté parfaite immortalisée par Hollywood. L'incarnation terrestre de la déesse Isis. La science nous dit de nous préparer à quelque chose de très différent. Si Martinez parvient à franchir l'ultime barrière et à ouvrir le sarcophage, elle ne révélera pas seulement une reine. Elle ouvrira des archives médicales. Elle pourrait y trouver une femme menue, peut-être fragile, dissimulant une souffrance constante derrière un masque soigneusement confectionné. Une femme qui ressemblait moins à une icône de cinéma qu'à une survivante. Une souveraine qui a combattu Rome par son intelligence tout en luttant contre ses propres démons grâce aux outils de sa pharmacie. Découvrir Cléopâtre ne se contenterait pas de bouleverser les livres d'histoire. Cela bouleverserait aussi les manuels de biologie. Cela répondrait enfin à la question qui hante les érudits depuis des siècles. Était-elle un miracle génétique ayant échappé à la malédiction de sa lignée?
ou une victime silencieuse ayant régné malgré tout. Pour l'instant, le tunnel sous Taposiris, Magna demeure muet scellé sous une terre lourde et suffocante. Au plus profond de la Terre, l'air est saturé de poussière accumulée depuis des millénaires comme si le passé lui-même nous observait. À la surface des séquenceurs d'ADN de pointe et un radar à pénétration de sol restent inactifs. Des instruments modernes, tels des prédateurs à l'affût, sont prêts à ouvrir une porte scellée depuis plus de 2 ans, capables d'analyser la moindre trace de sang royal. Le fantôme de la dernière pharaone Cléopâtre II garde encore ses secrets. Elle défend sa dernière demeure avec une détermination inflexible à l'image de son règne. Dans l'ombre, elle continue de narguer l'histoire échappant aux archéologues qui ont consacré leur vie à sa recherche. Mais ce silence ne durera pas. Avec les progrès technologiques, la frontière entre légende et fait se réduit comme peau de chagrin. Et il nous faut nous préparer, car la vérité pourrait bien être bien différente de la tragédie romantique que l'on imagine. La véritable Cléopâtre est bien plus complexe et bien plus troublante que le mythe cinématographique qui nous a séduits. Nous ne recherchons pas une beauté sans défaut. Nous traquons un impitoyable survivant politique. Un maître stratège qui a éliminé ses frères et sœurs pour s'emparer du pouvoir. Une femme qui a régné en assistant à l'effondrement sanglant de sa dynastie. Lorsque ce tombeau sera enfin ouvert, nous ne nous contenterons pas de réécrire l'histoire. Nous serons confrontés à la figure d'une puissance antique qui a refusé de disparaître. Alors si le tombeau s'ouvre demain et que Cléopâtre n'apparaît pas comme une déesse, mais comme une créature bien plus terrifiante, devons-nous remettre en question l'histoire ou cette vérité la rendra-t-elle encore plus extraordinaire? Faites-moi part de votre théorie dans les commentaires ci-dessous.